La forêt est un habitat précieux pour la faune et la flore sauvage. Elle fournit du bois, retient l'eau et régule le climat. Pourtant, la forêt est en danger. Malmenée par les abattages illégaux, l'appât du gain, les incendies et le changement climatique. Mais localement, de plus en plus de gens se battent pour sauver leur forêt. Knut Sturm est garde forestier. Il est responsable de la forêt communale de Lübeck et se bat pour des arbres sains. Viens Lina, hop. Ancienne capitale de la Ligue hanséatique, Lübeck possède sa propre forêt. Et depuis 30 ans, elle est gérée en harmonie avec la nature. Le postulat, moins l'être humain intervient, plus la forêt est saine et résistante. Le bilan, peu de scolites, peu de dégâts dus à la sécheresse, peu de problèmes. Partout en Allemagne, les collègues procèdent à des coupes rases sur d'immenses superficies infestées par des scolites, selon la recommandation du ministère de l'Agriculture à Berlin. Nous commettons aujourd'hui la même erreur que celle commise en 1990 et dans les années qui ont suivi les tempêtes. Traiter très rapidement le problème et relancer au plus vite la sylviculture. Si je me débarrasse de ces arbres, il est clair que j'aurai à nouveau plus de soleil sur la parcelle. Le prochain arbre touché sera donc celui-là. On peut déjà le dire maintenant. Du coup, je risque d'avoir une trouée à cet endroit. En d'autres termes, je génère moi-même le problème. J'amplifie moi-même le problème de scolytes. Et ça n'en vaut même pas la peine puisque je ne gagne pas un seul euro sur ces troncs. À Lübeck, les rares arbres secs infestés par les scolites restent donc sur pied. Son collègue Jörg Besko nous explique pourquoi. Ce sont des galeries et des loges. Il n'y a plus de scolites là-dedans. Ces arbres sont totalement inoffensifs pour la forêt. Ils sont même utiles. Exactement, ils abritent des insectes utiles. Des insectes qui mangent les scolites. Quand nous avons des problèmes de scolites, nous essayons de repérer les arbres récemment infestés. Ce sont les seuls à être abattus et tous les autres restent sur pied. Il n'y a donc pas de coupe rase. Mais des arbres avec des scolites actifs sont difficiles à trouver dans la forêt communale de Lübeck. Ils essaient d'en repérer près d'un arbre mort. La chienne Lina les aide. Il est probable que les scolites se soient envolés vers les arbres environnants. Et ça se repère souvent aux écoulements de résine. Il y a une forte chance qu'un coléoptère ait essayé d'y pénétrer. Nous ne pouvons pas affirmer que l'arbre est infesté. La plupart du temps, les insectes sont plus hauts. Ça veut dire qu'on devrait abattre l'arbre. On l'abat? On va faire ça. Après, M. Hagemeister vient avec son écorçoir et il vérifie s'il est vraiment infesté. Les arbres sont bons pour la vente et doivent de toute manière être abattus. Les forestiers en profitent pour vérifier s'ils sont infestés par des scolites. Attention! Oui, formidable. L'arbre est-il infesté? Il n'y a rien. Rien du tout. Non, non. Va 5 mètres plus haut et on revérifie. En bas, il n'y a pas de scolytes. Pas une seule galerie. Rien du tout. Si on vérifiait ces autres arbres, on verrait partout des galeries. Mais les scolytes se sont envolés depuis longtemps. Oui. On aurait bien aimé vous en montrer, mais il n'y en a pas. Un pivert les a déjà gobés. Si l'arbre abattu est infesté, le traitement commence immédiatement. Nous ne combattons pas chimiquement ou avec je ne sais quoi d'autre, mais mécaniquement, en enlevant l'écorce. Comme le scolite se reproduit sous l'écorce, nous détruisons du même coup ces galeries de ponte. Dans de nombreuses autres exploitations, le bois abattu est traité avec des insecticides pour tuer les larves de scolites. Des arbres à scolites? Pour Knut Sturm, ce n'est pas un problème. Les arbres qui sont là, n'importe quelle autre exploitation d'Allemagne s'en débarrasserait. Nous les laissons sur pied parce que nous partons du principe qu'ils procurent encore de l'ombre.
Plus tard, quand ils tomberont, ils formeront du bois mort sur la parcelle. Même s'il est sec depuis longtemps, il se comportera tout de même comme une éponge et se gorgera d'humidité. Du coup, quand il fait très chaud et que le soleil tape dessus, il permet de tempérer la parcelle. La forêt agit comme un réfrigérateur. Le bois mort a une fonction essentielle en cas de sécheresse extrême et de canicule dans le pays. Le bois mort constitue également un terrain favorable aux jeunes arbres. En temps normal, ça n'a pas d'importance, car il y a toujours assez d'humidité dans le sol. Mais quand il y a des années de stress hydrique, ce bois mort se décompose et devient lentement de l'humus qui contient encore de l'humidité. Les jeunes arbres y prennent plus facilement racine que sur le sol. Il est trop sec, alors que le vieux bois mort est encore humide, comme une éponge. Selon Knut Sturm, ces forêts mixtes non entretenues sont particulièrement robustes en cette période de changement climatique. Pourtant, les scientifiques, les propriétaires privés et ses collègues forestiers remettent en question sa manière de travailler. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde nous applaudisse, nous dise qu'on est les meilleurs, mais qu'on nous laisse faire au moins. Même ça, les gens refusent de nous l'accorder. Pour eux, ce que nous faisons est tellement absurde qu'ils s'imaginent devoir secourir la ville de Lübeck. Ces calculs seraient irréalistes, sa gestion non rentable. Ses détracteurs déposent régulièrement des plaintes auprès de l'administration, sans le moindre succès. Pourtant, les hostilités continuent. Dans le fond, on peut attribuer ça au fait que ça remet en question le rôle du garde forestier. Nous avons abandonné à la nature le pouvoir de fixer des objectifs. Nous ne considérons plus le garde forestier comme le roi de la création. La ville de Lübeck soutient Knut Sturm. Il a rendez-vous avec son patron, le sénateur pour l'Intérieur et pour l'Environnement, Ludger Inzen. Viens, allez. Bonjour, monsieur Sturm. Bonjour. Salut, toi. Le chien est mouillé, vous étiez déjà en forêt. Hier, le garde forestier était à Berlin, au sommet sur la forêt du gouvernement fédéral. Faites-moi brièvement part de vos impressions sur ce qui s'est dit. Malheureusement, je crois qu'au ministère de l'Agriculture, le sort en est jeté. Il reste à voir si à l'avenir, ce sera mis en œuvre ou non. D'accord. Certains engagements et mesures du rapport du ministère de l'Agriculture, qui par ailleurs contient aussi de bonnes choses, vont effectivement être appliqués sur le terrain. Et si on invitait le ministre de l'Agriculture à Lübeck pour influer sur la situation ? La critique de la forêt communale laisse le sénateur froid. J'invite tous les détracteurs à venir à Lübeck et à en discuter ici avec nous. Tous ceux qui ont planté des arbres à croissance rapide ces dernières années voient aujourd'hui disparaître un nombre d'hectares de forêt incroyable, comme ravagés par un banal incendie. Et c'est vraiment fou quand on songe que l'on veut en partie refaire les mêmes erreurs et replanter les mêmes forêts. Il faut laisser à la forêt le temps de se développer, c'est essentiel. Pour les Lübeckois, la politique forestière du gouvernement fédéral emprunte le mauvais chemin. Les plans du ministère de l'Agriculture préconisent l'enlèvement du bois mort et le reboisement par des conifères. Pour Knut Sturm, c'est une erreur. La forêt a une toute autre fonction environnementale que celle des terres agricoles. Elle satisfait à de multiples fonctions écologiques. C'est pour ça que la forêt devrait être de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Elle n'est pas du ressort du ministère de l'Agriculture, même si, il faut bien l'avouer, beaucoup de gardes forestiers se prennent actuellement pour des agriculteurs produisant des arbres. La gestion de la forêt de Lübeck serait pour lui transposable à de nombreuses forêts allemandes. Et le temps presse. Il ne comprend pas pourquoi son modèle est confronté à tant d'opposition. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé mes études, on disait déjà qu'il fallait des forêts durables, avec des essences variées et une structure riche. Nous avons à peine réussi à développer 2,6% de forêts qui répondent à ces critères. Si je devais attribuer une note, je dirais 0, recalé. Une fois de plus, il s'agit d'un vrai scandale de politique forestière. Il se rend sur des zones qui avaient été déboisées par des tempêtes ou des nuisibles. De jeunes arbres y poussent à présent, sans aucune intervention du garde forestier. Nous sommes ici sur une parcelle qui a presque 3 ans.
Après, je vais vous montrer une parcelle de presque 30 ans. Et enfin, nous verrons une parcelle très récente. Vous pourrez voir de quoi la nature est capable quand on la laisse tranquille. Il y a aussi des différences de gestion. Il y a 30 ans, nous avons nettoyé ces zones, comme le préconise aujourd'hui le gouvernement fédéral. Mais après, nous avons laissé faire la nature. Nous allons maintenant faire des relevés pour étudier l'évolution de chaque parcelle. Leur théorie, nettoyer est nuisible et reboiser n'est pas nécessaire. Les stagiaires vont aider à le démontrer. Que voyons-nous et à quelle strate ça appartient? Je commence ici. Celui-ci. Un sorbier? Exact. Il fait plus d'1,30 m, mais moins de 4 cm d'épaisseur. Donc on doit juste le compter. Oui, on ne fait que le compter. Et maintenant, dans un périmètre de 3 mètres, je vérifie si dans la même strate, il y a d'autres sorbiers. Il y en a un ici, un autre là derrière. Ça fait 3 sorbiers. Lina? Toutes sortes d'essences sont présentes. Plus les situations sont variées, plus les conditions d'éclairage sont variées, etc. Et plus la forêt se développera de manière diversifiée. Les stagiaires recensent plus de 15 essences sur la parcelle test. Leur mission est de la comparer avec d'autres parcelles. Le résultat, une belle diversité et une forêt saine. Une autre tâche attend Knut Sturm et son collègue Kai Neumann. Ils doivent marquer les chênes. On ne sait pas toujours exactement ce que le chef a dit à un acheteur, quel type de bois a été demandé. C'est pour ça qu'on regarde les arbres ensemble. On prend, on ne prend pas, trop bien, pas assez, on décide ensemble. Les vieux arbres sont maintenant prêts à être abattus et vendus. Voici le premier que j'ai présélectionné. Il a plus de 80 ans. Nous avons un client particulier qui recherche ce type de chêne. Il a des nœuds, on les voit bien ici. Ce client est producteur de plaquage et il recherche du bois de bonne qualité. La demande pour de beaux chênes est énorme. Mais ici, ce n'est pas une raison pour tous les abattre d'un coup. Je peux récolter de gros arbres à condition d'avoir beaucoup de gros arbres. Nous devons donc avoir un stock plus important. Nous avons en ce moment 80 000 m3 de chêne qui ont atteint la taille cible. Notre objectif est de 150 000, soit environ le double de ce qu'on a actuellement. On va peut-être viser les 180 000. Nous avons commencé il y a 25 ans avec 40 000 m3. Nous avons déjà doublé le chiffre et nous voulons le doubler à nouveau. D'ici 40 ans, quand il aura 20 cm d'épaisseur de plus, on pourra se revoir avec plaisir. Je viendrai probablement avec mon déambulateur et on pourra se donner rendez-vous ici. Il sera alors à maturité. Les arbres à maturité rapportent beaucoup d'argent. 4 semaines plus tard, l'heure est à la chasse. Bonne chasse à tous. Le gibier nuit aux jeunes arbres. Les jeunes pousses sont trop savoureuses. Voilà pourquoi il faut dégainer le fusil. Longtemps, on s'est contenté de déposer de la nourriture. Et si d'aventure une bête passait devant un fusil, alors on la visait. Mais on a changé de façon de faire. Et depuis, la situation s'est améliorée. L'arbuste a été beaucoup grignoté jusqu'ici. On le voit aux branches. Elles ont été plusieurs fois coupées à cette hauteur. Mais depuis 3 ou 4 ans, les branches parviennent à pousser et prennent de la hauteur en direction de la lumière. Là-bas. On dirait qu'elle est là-bas. En définitive, je chasse parce que je n'aime pas trop manger de la viande d'élevage industriel. Je trouve qu'on ne devrait pas encourager la torture des animaux. La chasse s'intègre bien dans la vie que je mène. C'est pour ça que j'y participe. Selon moi, la chasse va devoir évoluer dans les prochaines années. Elle devra se distancier de la tradition, ne plus être une manifestation sociale. Elle devrait se transformer en management de la faune sauvage. Un jeune chevreuil. Viens.
un dernier honneur est rendu aux animaux abattus. La chasse a été un succès. Elina et son maître ont un autre rendez-vous. Aujourd'hui, les bûcherons viennent abattre les chênes marqués. Oui, ici. Il penche un peu. À cause du cerisier. Par ici, au-dessus du cerisier. Ça va faire autant de dégâts. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Non. Et il y a un autre chêne. On ne doit pas passer trop près. Et le hêtre? Tu arriverais à passer à côté? Non, il tomberait avec. Il faut scier et pousser par là. Oui. Et je me place derrière. Il penche drôlement. Je trouve aussi. Ces bûcherons ont un contrat à durée indéterminée, chose rare dans de nombreuses autres exploitations forestières. Ils connaissent bien la philosophie et les méthodes de travail de leur patron, et ils font de gros efforts pour éviter d'endommager d'autres arbres. Quand on abat des chênes, j'ai toujours l'impression qu'ils crient. Vous allez peut-être croire que je suis un peu fou, mais pour moi, un chêne est un être vivant, comme n'importe quel animal. Ce sont des créatures avec lesquelles nous devons nous comporter de manière raisonnée. Les chats mangent les souris, et nous avons besoin de bois. Mais malgré tout, à chaque fois que je dois tuer un animal ou un arbre pour mes propres besoins, ça me fait de la peine. On arrive à passer le long du chêne avec le câble. Si je l'ai par ici, ça peut fonctionner. L'arbre est en surpoids du mauvais côté et doit donc être tiré avec un treuil dans le sens de la chute. Ensuite, il faut tirer. Ça ira? Plutôt comme ça. Le patron se rend à son bureau. Il a pour habitude d'examiner chaque arbre avant de décider si c'est une bonne chose de l'abattre. Knut Sturm estime qu'on ne se pose pas assez cette question en Allemagne. De quel type de bois avons-nous réellement besoin et comment pouvons-nous en économiser? Je pense surtout aux emballages, au papier, au bois de chauffage. Si on s'en passait, nous pourrions réduire les abattages de 60%. Beaucoup de gardes forestiers ne s'en préoccupent même pas. J'exagère un peu, mais on dirait qu'ils se prennent pour les exécutants aveugles de l'industrie du bois. Ce n'est pas ça notre métier. Nous sommes des gestionnaires d'écosystèmes et nous devons nous concentrer sur eux, non pas sur les besoins de l'industrie du bois. Malgré ces méthodes de travail, la forêt communale génère des bénéfices. Attention! C'est l'heure de la leçon pour l'apprenti. On peut se demander si tous ces efforts en valent la peine. Il penchait dans cette direction. On aurait pu le couper et le laisser tomber là-bas. Mais ce sont nos arbres du futur. La prochaine génération veut aussi vendre du bon bois. Et puis cet arbre est ici depuis 200 ans. Nous pouvons aussi prendre un peu de temps pour le coucher correctement au sol. Pas faire ça n'importe comment. Alors oui, nos efforts pour faire tomber l'arbre dans la bonne direction sont justifiés. Dans le temps, on voyait bien que l'arbre voisin risquait d'être entraîné. Et c'était malheureusement ce qui se produisait. En dépit de quelques dommages collatéraux, les réserves en bois des forêts de Lübeck ne cessent de croître. Les clients s'en réjouissent. Ces acheteurs viennent de Münster, une ville au nord-ouest de l'Allemagne, pour réserver les plus beaux chênes pour leur usine de plaquage. Le prix du mètre cube dépend de la qualité du bois. Chaque tronc fait l'objet d'une nouvelle négociation. Il y a un énorme défaut ici. Là, on peut peut-être rattraper ça. La partie supérieure est de nouveau... La partie supérieure est très bien. Regarde. 1,4, mais avec cette partie, oui, on va le prendre. Attends, je vérifie, ça ferait 3,20. C'est presque trop, Heiner. Il y a une sacrée collection de nœuds. Pour être honnête, l'idéal serait d'en prendre seulement 3,50.
On te donnera un peu plus d'argent. Ok. Pour 600 €, il est à vous. Monsieur Sturm ne connaît pas la douleur. Voilà ce que je propose. On prend 6,60 pour 300 €. C'est trop peu pour moi. Finalement, ils achètent plusieurs chargements. Le prix restera secret. Knut Sturm gère la forêt communale de Lübeck d'une manière quasiment sans précédent en Allemagne. Ici, le bois peut devenir vieux et épais. Des troncs ayant de telles dimensions sont aujourd'hui quasiment introuvables dans les exploitations forestières allemandes. On les abat beaucoup plus tôt. Ici, le bois peut vieillir et devenir solide. Nous recherchons des troncs comme ça. Une niche de marché très lucrative. Les chiffres parlent pour nous, et pas seulement les résultats d'exploitation, mais aussi tous les chiffres liés à l'écologie forestière. Certaines espèces sont de retour dans nos forêts. On les qualifie d'espèces reliques de la forêt primaire, comme certains oiseaux, coléoptères ou chauves-souris. C'est une vraie réussite. De plus, les grands chênes stockent beaucoup de CO2 dans leur bois. Le comité scientifique consultatif du gouvernement allemand affirme que les vieux arbres fixent moins de carbone que les jeunes. Il faudrait donc planter beaucoup de jeunes conifères sous prétexte qu'ils grandissent plus vite. Le comité se base sur des modèles de rentabilité mis au point par des forestiers. Mais dans la pratique, force est de constater que la réalité est bien différente. À un âge avancé, nos vieux chênes et aussi nos vieux hêtres connaissent toujours une forte croissance. On discerne des cernes annuels relativement épais, nettement plus épais qu'au cœur de l'arbre quand il était plus jeune. En clair, à Lübeck, contrairement aux idées reçues, les vieux arbres stockent plus de CO2 que les jeunes. S'agit-il d'une exception? Thorsten Welle, de la Naturwald Academy, veut aider Knut Sturm à étayer scientifiquement ses observations. Je suis en train de monter le laser. Nous sommes au centre de la zone que nous allons scanner. Les forêts mixtes, riches en essence, croissent-elles différemment de ce que prétend la science? Jusqu'à présent, les chiffres que nous avons proviennent des tableaux de rendement. Ce sont les résultats de parcelles traitées et structurées de manière relativement uniforme. À Lübeck, nous avons quelque chose de complètement différent. Nos forêts sont mixtes, peuplées d'arbres d'âge variés. Nous pensons que cela influe sur leur croissance. Knut doit encore placer les sphères de référence. Leur objectif est d'obtenir des données et des faits qui aideront à repenser la sylviculture en Allemagne. J'appuie une fois sur le bouton, il tourne et mesure tout. Il a exactement la même hauteur, le diamètre d'un torse. Mais le scanner fait moins d'erreurs qu'un être humain quand un élément lui échappe. C'est Lina, c'est elle sur l'image? Ouais. Le forestier allemand a oublié qu'il existe des arbres vieux et épais. Un vieil arbre vraiment très épais, un chêne, un hêtre ou autre, va mesurer 80-90 cm, voire 1 mètre de large et 40 mètres de haut. Ça représente près de 25 mètres cubes de bois. Un forestier allemand n'arrive plus à imaginer ça. Ils ont le mauvais modèle en tête et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ce qui est bien, c'est qu'il s'agit de mesures que l'on peut très facilement montrer et elles sont incontestables. Tout est mesuré. Des études internationales prouvent également qu'une grande diversité d'essences augmente aussi la productivité et le reboisement. C'est exactement ce qui se produit à Lübeck. Ce n'est pas une observation unique, un cas propre à cette ville, c'est une fonction écosystémique éprouvée. Il serait bon que la sylviculture s'en inspire. Dans la maison forestière, tous deux veulent discuter des résultats de leurs mesures. C'est passionnant de comparer les deux valeurs extrêmes utilisées. L'arbre rouge représente la forêt naturelle, sans intervention humaine depuis un siècle. L'arbre orange se trouve dans un milieu géré par l'homme, où l'intensité des interventions était extrême, et on peut vraiment constater de grandes différences.
La technologie 3D permet une analyse précise. C'est ce qu'on aimerait obtenir, une silhouette allongée et droite. Oui. Et un tronc bien massif. C'est ça, pour pouvoir le vendre. L'arbre issu d'une forêt naturelle est presque mieux, même d'un point de vue qualitatif. Et la productivité de l'arbre obtenu atteint des sommets. Le résultat est sans appel. Moins l'homme intervient, mieux la forêt se développe. On entend souvent dire que Lübeck est un cas exceptionnel. Oui. Si on pratiquait la même chose dans d'autres régions forestières d'Allemagne, on se rendrait compte que c'est possible ailleurs. Et là, on parlerait d'un phénomène écosystémique. On ne se contenterait pas de dire que ça se produit juste là-bas. Et ça n'a même aucun sens de dire que ça se produit dans un seul endroit au monde, qui plus est en Allemagne. Mais jusqu'à présent, peu de gardes forestiers tirent les conclusions qui s'imposent. Les principaux détracteurs ne viennent pas ici pour observer la forêt. Ils ne sont jamais venus ici, et s'ils l'ont fait, ils parlent de ce qu'ils ont vu il y a 20 ans. La plupart des parcelles n'avaient pas encore atteint ce stade. C'est maintenant qu'ils devraient venir jeter un œil. Mais ils ne se déplacent pas.